j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une vidéo avec les trucs à savoir avant d'aller au Japon, puisque au mois de mai je suis partie 17 jours au Japon, j'ai fait plusieurs villes. Je pense que ce sera un petit peu l'objet d'une autre vidéo avec les choses que je vous recommande le plus par ville et vous donner un petit peu des idées d'itinéraire et tout ça. Je pense que ça peut être assez sympa. Mais pour cette vidéo, j'avais envie de vous donner vraiment des conseils, des choses qui vont vous aider. Parce que le Japon, c'est loin d'être facile. Voilà, bien que ce soit un pays bien organisé, tout soit bien fait, soi-disant et tout ça. Voilà, il y a des choses quand même pas très simples et des choses qui peuvent un petit peu vous faciliter la tâche si vous les savez avant d'y aller. Alors le premier point, je pense que vous êtes au courant, il y a plein de compagnies différentes en fait qui travaillent sur dans le même genre d'activité. Ça veut dire que vous allez prendre le train et vous allez avoir la compagnie JR, vous allez avoir plusieurs compagnies comme ça. Et pour vous y retrouver, c'est un petit peu la galère, et notamment pour acheter votre carte Suica lorsque vous arrivez à l'aéroport. La carte Suica, c'est quoi? C'est une carte de transport que vous rechargez et grâce à laquelle vous pouvez y passer à chaque fois les bornes à l'entrée et à la sortie du métro, et qui va vous débiter plus ou moins d'argent. Plus vous allez loin, plus c'est cher. Et il faut savoir que le métro au Japon est cher, voilà. Si je compare à la Corée du Sud, vu que je suis en Corée du Sud depuis 9 mois, où un trajet c'est genre 90 centimes, au Japon c'est plutôt au moins 1,40€, 1,50€, donc c'est quand même énorme, c'est 50 à 60 centimes de plus par trajet, donc vous additionnez ça sur une semaine, 10 jours, un mois, c'est colossal. Donc voilà, ces différentes compagnies font vraiment... rendent le réseau pas du tout pratique, et même les gens qui habitent au Japon le disent très régulièrement, c'est quelque chose que l'on entend très souvent. Donc regardez bien les panneaux, généralement c'est quand même assez bien indiqué. Si vous devez prendre un Shinkansen, un JR, un bidule, mais c'est vrai qu'il y a vraiment plein de compagnies. Rien que pour aller en fait de l'aéroport de Narita à la ville, vous avez un Narita Express, vous avez un Shinkansen, vous avez un bus, enfin, en fait vous avez plein de moyens différents, plus ou moins chers, avec différentes entreprises. Donc c'est vrai que pour s'y retrouver c'est pas super easy, et j'essaierai de vous mettre des liens dans la barre d'infos qui ont pu m'aider moi à faire un petit peu mon itinéraire et me faciliter la tâche à l'arrivée. Deuxième point, prenez une e-carte SIM, voilà, c'est un conseil qui vous aidera. Ou prenez une carte SIM à l'arrivée, faites comme vous voulez en physique les vraies cartes SIM, ou prenez les espèces de boîtiers, mais je trouve réellement que la e-carte SIM c'est la meilleure chose. C'est une amie française qui m'en a parlé lorsqu'elle est allée au Japon en décembre. Et en fait c'est très simple, vous installez une application, donc il y en a plusieurs. Il y a notamment Ubigi et Airalo. Alors j'avais essayé avec Ubigi, mais en fait ma carte SIM était déjà installée. Je n'avais pas choisi mon forfait 5 Go, 10 Go et tout, donc j'ai enlevé et j'ai pris l'application Airalo. C'est très simple, vous choisissez votre forfait, 5 Go, 10 Go, 20 Go. Moi j'ai pris 20 Go, j'ai vu large, mais au final il me restait 9 Go, sachant que je suis restée 16 jours pleins. Et que j'utilisais le GPS quasiment au moins 4-5 heures par jour facile, que je répondais à des amis sur Insta, que je uploadais des photos sur Insta très régulièrement. Donc ce sont pourtant des applis qui bouffent énormément de gigas, et ben 10 gigas pour 16 jours ça m'a suffi. Voilà, c'est pour vous donner un peu une idée. Vraiment j'utilisais beaucoup, et en fait c'est très simple. Donc j'ai payé 20 $. En fait c'est pour le nombre de gigas, c'est pas pour le temps que vous restez, je crois bien. Et en fait une fois que vous arrivez à l'aéroport de Tokyo, alors déjà vous chopez le wifi très facilement, il y est, donc ça c'est génial. Et en fait vous avez un code à renseigner qui est inscrit sur votre application. Vous mettez les données, enfin vous activez la nouvelle eSIM, vous devez renseigner ce numéro-ci dans les paramètres. C'est pas si simple, en vrai ça va, et en 10 minutes j'étais connectée. Donc ça c'est très pratique, nul besoin du coup d'attendre à la borne ou à quelqu'un qui vend les e-cartes SIM, parce que j'ai un très mauvais souvenir en 2019 où on avait mis 30 minutes à l'activer, on avait mis... Il y a pas mal aussi de temps à l'acheter et tout, c'était vraiment pas pratique du tout. Donc voilà, les eSIM c'est vraiment un nouveau truc de notre génération, donc il y a pourquoi pas ne pas en profiter.
Le troisième point, ce sont les ATM de partout. Donc il y a partout, vous pouvez retirer de l'argent dans la rue. Alors une fois, j'ai une anecdote. Une fois, alors on paye souvent en cash au Japon. Voilà, autre info que j'ai oublié, mais du coup ça me fait penser à ça. Ayez toujours du cash sur vous parce que je mangeais dans un restaurant de ramen, ça coûtait 900 yens. Donc ça fait genre un peu moins de 7 euros. Et je n'avais plus de cash, du coup j'ai laissé mon passeport au gars en gage de bonne foi. Et je suis allée retirer il y a l'ATM dans un combini. Donc c'était un 7-Eleven, donc vous en avez plusieurs. Et vous en avez très souvent. Alors tout dépend de votre banque, de combien elle vous prendra en frais. J'avoue ne pas avoir remarqué parce que pourtant je check mes comptes très souvent. Mais vous avez une commission à chaque fois. Donc il y a par exemple si vous retirez 10 000 yens, ce qui fait environ 70 euros et quelques. Et ben les taxes vont être affichées. Mais ça va, c'est assez bas, mais du coup c'est quand même très pratique. Et un autre jour, je voulais prendre un billet de train pour aller de Osaka à Hiroshima, je crois. Ou de Hiroshima, Fukuoka, bref. Et ben ma carte a été refusée, donc il faut du cash. Et du coup j'ai couru à l'ATM en face, donc ça c'est quand même très pratique. Et sachez que environ 100 yens font 70 à 75 centimes. Et ce qui est très compliqué, c'est que avant j'étais en Corée du Sud et que ici c'est environ 1000 won qui correspondent à environ 70 centimes. Donc on doit enlever un zéro quand on va au Japon. Et c'est pas simple, et une fois j'ai du coup failli retirer combien 1000 euros au lieu de 100 parce que je m'étais trompée dans les zéros. Donc voilà, faites attention à ça si vous étiez en Corée avant ou avec l'euro. Je vous donnerai une appli en barre d'infos à télécharger si vous souhaitez un petit peu regarder le change à chaque fois, combien font 10 euros, enfin combien ça fait en yens, etc. C'est quand même très pratique. Quatrième point, tout est à l'heure exacte. Alors ça c'est pas du tout un cliché, déjà qu'en Corée c'est super comme ça, il n'y a quasiment jamais de retard, mais au Japon c'est vraiment impressionnant quoi. Le train part, s'il doit y partir à 10h23, il part à 10h23, et même s'il arrive 1 ou 2 minutes avant comme en Corée, des fois ils nous font des frayeurs à ce que le train arrive 5 minutes avant, mais il part à l'heure pile, donc il faut vraiment se dépêcher de monter. Mais c'est un truc de ouf, comme c'est méga appréciable, et comme c'est un truc que je vais pas du tout apprécier quand je vais rentrer en France, c'est ce retard il y a perpétuel et cet irrespect qu'ont les services pour les voyageurs quoi. Au Japon c'est impressionnant à quel point tout est à l'heure exacte, c'est incroyable. Cinquième point, Google Maps, donc en application de GPS, il vous faut bien un GPS si vous souhaitez regarder comment vous faites vos trajets, trouver un monument, trouver une rue, enfin bref, vous repérez dans la ville. C'est pas l'application la meilleure du monde, mais le problème c'est qu'il n'y a pas tellement d'autres applications de GPS pour le Japon. Donc c'est vraiment, il est pas ouf. Très souvent, ils me mettaient dans une autre rue ou de l'autre côté du trottoir. C'est pas du tout fiable Google Maps. Donc voilà, vérifiez bien où vous êtes. Vérifiez bien, par exemple, s'il vous met sur un trottoir, vérifiez bien avec les noms des magasins que vous êtes bien en face du dit. Il y a magasin ou quoi pour bien vous repérer, parce que je vous jure c'est vraiment pas pratique. Et aussi autre souci, c'est que très souvent les magasins, enfin les noms des choses sont écrits que c'est en japonais, donc pour se repérer c'est pas simple, mais voilà. Sixième point très important, il n'y a plus de masque nulle part au moment où je filme la vidéo, le 31 mai. Quand j'y suis allée, alors je me suis renseignée avant bien sûr, parce que j'étais suffisamment emmerdée en Corée avec leur masque même en extérieur quand il n'y avait personne, ce qui ne fait aucun sens. Je suis désolée, chacun pense ce qu'il veut, mais dans une rue où il n'y a personne, à quoi sert le masque, très clairement. Du coup je n'avais surtout, il n'y a pas envie de me refaire chier avec ça, très clairement, j'en ai eu ras-le-bol, surtout en Asie où vraiment c'était trop, il y a poussé et trop inutile. Donc du coup au Japon vous n'avez plus le masque nulle part, ni dans les transports, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, nulle part. Mais les Japonais, vous vous en doutez, continuent beaucoup de le porter. Et si je compare aux Coréens, ils le portent plus. Après c'est à peu près en même temps dans les transports et à l'intérieur que ça a été, que ce n'est plus obligatoire de le porter. Mais les Japonais ils sont un petit peu plus, voilà, ils ont un peu plus peur.
Mais personne ne vous regardera bizarre si vous ne l'avez pas, et puis vous êtes dans votre droit, donc voilà. Donc ça c'est quand même très appréciable. Mais du coup aussi dans les magasins, énormément de staff continuait de le porter, ce qui fait que je n'ai quasiment jamais vu le visage des membres du staff. Et franchement, enfin quand tu voyages et tout, moi je suis désolée, c'est quelque chose que je répète, mais je sais pas, enfin voir le visage des gens c'est important en fait pour... je sais pas, quand tu voyages à l'étranger, moi c'est important de voir la tête des gens quoi. On est yapané avec une couche culotte sur la gueule, où on se planque derrière. En plus du coup quand ils parlent, je suis désolée mais ça atténue le bruit. Moi j'entends quasiment rien quand on me parle avec un masque. Donc voilà, le masque n'est plus obligatoire, ni dans les avions. 7e point, je n'ai pas trouvé que le Japon était très pollué. Encore une fois, si je compare à la Corée du Sud, forcément c'est mon point de repère comme j'y suis depuis beaucoup plus longtemps et que c'est pas très loin et qu'il y a des similarités entre les deux pays, bon bien que ça s'arrête un peu là et qu'il y a encore énormément de différences. Séoul par exemple est beaucoup plus pollué que Tokyo. Il y a Tokyo aussi, je pense que c'est du fait que c'est une île quoi, enfin le Japon c'est plus loin de la Chine aussi qui balance ses particules fines, et je pense que le Japon est tout simplement plus responsable et il pollue moins que la Corée du Sud. On était rarement en jaune, donc qui est un indice qui est moyen mais ça passe, et du coup Tokyo c'était vraiment agréable, parce que on se sentait jamais la gorge qui grattait ou le nez pris, ou comme on peut se sentir parfois à Séoul où c'est quand même assez violent. Donc ça c'est quand même très agréable. Et je l'ai un petit peu remarqué sur mes cheveux, ils graissaient moins vite que à Séoul. Mais bon, c'est pas non plus flagrant, mais au moins pour respirer et tout, on le sent mieux. Donc ça c'est quand même vraiment très agréable. Un point qui m'a énervé, ça va être un des seuls points négatifs de cette vidéo. Si vous voulez vous poser dans un café, donc boire un truc, vous reposer, vous retrouver entre amis, lire, enfin peu importe ce qu'on fait dans les cafés, notamment ici en Corée du Sud où il y en a un nombre incalculable. Au Japon, et ça je m'en souvenais bien de mon voyage en 2019 où on avait galéré à trouver un endroit pour s'asseoir, et c'est toujours la même chose. 4 ans après ça n'a pas changé, il n'y a pas de café au Japon, toutes villes confondues. Alors je n'ai pas fait le Japon entier, ce serait très prétentieux de dire ça et c'est pas vrai du tout, mais j'ai quand même fait 6 villes dont les plus grandes. Et je peux vous dire que, et même en plein Shibuya, qui est quand même le quartier qui bouge le plus jeune, hype, touristique, ce que vous voulez, j'ai marché pendant 2 heures pour trouver un café. Et actuellement aujourd'hui, 3 semaines après, je n'ai toujours pas trouvé de café. Bref, à Tokyo, c'est un truc de fou. Ça veut dire qu'il n'y a que Starbucks, Doutor, qui est leur chaîne à eux, un peu l'équivalent de... il y a Pikes Coffee en Corée, un truc un peu plus cheap, et il y a Chili's Coffee, mais il y en a un tous les 2,5 km, et quand il y en a, ils sont pleins forcément, vu qu'il n'y a aucun café, les gens ils vont dans les rares cafés qu'ils trouvent. Donc pour ça, le Japon, c'est méga chiant. Parce que vous voulez y poser quelque part, juste boire un truc, il m'a faut aller au combini, boire un thé dans une bouteille en plastique quoi. Je vous jure que c'est très difficile de trouver des cafés, et pourtant j'ai marché énormément, j'ai fait plein de quartiers différents à pied. Je peux vous dire que vraiment c'est un avis assez objectif, parce que j'ai même des amis qui habitent au Japon qui m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit mais c'est super chiant. Eux ils habitent Osaka et c'est le même bordel. Il y a Tokyo, Kyoto, il y a Nara, Osaka, Hiroshima, Fukuoka, les 6 villes que j'ai pu faire. Je vous jure, pour trouver un café, mais un délire. À Fukuoka j'ai marché 1 heure. Je suis allée dans 3 cafés que j'avais repérés, les 3 pleins, dont le 3e où il faisait la queue. Je vais pas faire la queue pour aller dans un café au bout d'un moment, faut arrêter d'être con. Donc voilà, c'est très très chiant, surtout quand vous êtes touriste et que vous marchez beaucoup, qu'il fait chaud, juste se poser. Et comme les bancs c'est pas très courant, en fait on ne sait pas où se poser. Mais vraiment c'est un réel problème. Surtout si je compare à la Corée du Sud, pour ça la Corée du Sud c'est 100 fois mieux, parce que vous avez juste envie de vous poser quelque part sans forcément être assoiffé ou crever, enfin voilà, vous pouvez sans problème quoi. Au Japon c'est trop le bordel.
Autre point vraiment, un avantage de ouf, le prix des restos est vraiment très intéressant, c'est rare que les restaurants soient chers. Alors, si vous allez manger des sushis, ça peut être cher, parce que les sushis ça reste un plat cher au Japon. Mais si vous souhaitez des nouilles, udon, soba, des ramen, donkasu, okonomiyaki et tout ça, notamment bien sûr les ramen, nouilles, udon, soba et tout, vous y paierez rarement l'équivalent de plus de 6 ou 7 euros. Donc ouais, 900 yens. On a mangé plusieurs ramen entre 800 yens et 1000 yens. Donc vraiment, il n'y a pas grand chose. C'était vraiment très très bon. Au niveau des restaurants, ouais, je trouve que le Japon est moins cher que la Corée. Ouais, je dirais. Bah après, bien sûr, ça dépend des plats, mais de façon générale, je trouve que c'est plus intéressant. Donc c'est vraiment très cool à ce niveau-là. Et la nourriture dans les combini, je trouve, au Japon est meilleure que celle de la Corée. Un autre point qui est un petit peu un inconvénient, mais bon, ça c'est dans tous les pays pareil. En Corée, c'est la même chose. En France, évidemment que ça doit être la même chose. Quand on sort des axes principaux, des lieux touristiques et tout ça, il y a plein de choses qui ne sont pas traduites. Donc il faut sortir un traducteur et tout ça, parce que sinon bah, on y passe à côté d'informations importantes. Donc voilà, mais bon, ça c'est pas unique au Japon, c'était juste pour vous le dire. Voilà. Et le dernier point, je vous conseille de connaître quelques mots de japonais, au moins konnichiwa, arigato gozaimasu, sumimasen, la base de ça, parce que bon, ils parlent, enfin je trouve qu'ils parlent mieux anglais que les Coréens. Certains vous diront que c'est pas vrai, mais bon, c'est mon avis. Mais cependant, voilà, savoir dire quelques mots c'est bien, et en plus ils vous recevront encore plus gentiment parce qu'ils verront que vous avez fait l'effort de parler un minimum japonais. Donc voilà. Et oui, ce qui est cool, c'est que ouais, j'ai rarement eu un souci pour me faire comprendre. Même en anglais, très souvent, ils comprenaient ou ils essayaient, ils faisaient l'effort de parler avec nous et de nous répondre. Ou alors, à l'hôtel, une femme m'a répondu un truc, bah, j'ai rien compris parce qu'elle parlait ultra pas anglais. Et c'est son collègue qui est venu traduire. Mais voilà, c'est rare que vous vous retrouvez dans une situation où personne ne parle anglais du tout et vous vous retrouviez complètement bloqué. Et bon, sinon, évidemment, utiliser un traducteur, ça m'est arrivé qu'une seule fois, je crois. Mais voilà, ça c'est quand même assez pratique. Donc voilà, cette vidéo sur les trucs à savoir avant de partir au Japon et y a terminé. Bon, bien sûr, c'est pas du tout une liste exhaustive, hein, c'est juste les points les plus importants selon moi. Il y a plein d'autres choses à savoir avant de partir au Japon, bien sûr. Mais voilà, c'est des points que j'ai notés et que je me suis dit qu'ils étaient importants et intéressants à savoir. Je vous retrouverai très bientôt avec d'autres vidéos sur le Japon parce qu'il y a plein d'autres choses à dire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre. Bye!